Christophe Castaner enchaîne les fiascos et se maintient. Après les violences et les saccages des Champs-Élysées, le ministre de l'Intérieur a sauvé sa peau sans mal en se débarrassant du préfet et des responsables de la sécurité parisienne. Une manière de se décharger de ses responsabilités, mais jusqu'à quand ? Empêtrée dans une crise intérieure, Theresa May a réclamé un report de la date du Brexit au président du Conseil européen, Donald Tusk, un délai qui divise Bruxelles. Il en avait fait une des priorités de son quinquennat. Emmanuel Macron voulait en finir avec les SDF en France. Résultat, 2 ans plus tard, un chiffre qui explose et une situation encore plus dramatique. Madame, Monsieur, bonsoir. Castaner dans le viseur. Après un samedi hors de contrôle sur les Champs-Élysées, le ministre de l'Intérieur a été entendu par les sénateurs. Premier flic de France a dénoncé des ordres non exécutés et a justifié les limogeages en cascade un peu légers. Écoutez, vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4. Christophe Castaner indéboulonnable alors que le ministre de l'Intérieur a dû justifier la gestion calamiteuse des manifestations de samedi sur les Champs-Élysées devant les sénateurs. De plus en plus de responsables politiques de l'opposition demandent sa démission. Une habitude politique certes, néanmoins au vu de la situation, le coup semble justifié. Conscient de la fronde, le gouvernement, Édouard Philippe en tête, a espéré faire taire les critiques avec les limogeages en cascade, notamment du préfet de Paris Michel Delpech, à quelques jours de sa retraite. Toutes les erreurs de gestion commises samedi dernier lui ont été imputées. Il n'aurait tout simplement pas respecté les ordres de la place Beauvau. En tête des remontrances, l'utilisation trop parcimonieuse des LBD, les fameux flashballs surpuissants à l'origine de nombreuses blessures graves de manifestants. L'occasion de justifier leur usage au passage. Selon Christophe Castaner, la retenue dont les forces de l'ordre auraient fait preuve samedi dernier serait donc en partie à l'origine de cette situation hors de contrôle qui a mis à sac l'ex-plus belle avenue du monde. Une position pas très glorieuse pour l'homme censé diriger la police, à l'instar de son attitude désinvolte quand il s'affichait passablement éméché en boîte de nuit un soir de manifestation. En réalité, depuis l'arrivée de Christophe Castaner à l'intérieur, ses compétences sont discutées et pour cause. L'ancien socialiste et marcheur de la première heure a un profil éminemment politique, parfait pour gérer le redécoupage électoral, mais en aucun cas un profil de technicien spécialiste de la sécurité. Pas étonnant d'ailleurs qu'on lui ait affublé un second, le secrétaire d'État Laurent Nunez, ancien directeur de la DGSI. Dans les rangs policiers, on sait que le second est le seul à maîtriser les dossiers techniques. Difficile donc d'en faire un nouveau fusible pour sauver Christophe Castaner à son prochain raté. D'autant plus que les critiques contre le premier flic de France ne se cachent plus au sein de la police par la voix des syndicats. C'est d'ailleurs ce que rapportait le député Jean-Michel Clément à l'Assemblée nationale devant le gouvernement mardi. Depuis 18 semaines, le gouvernement est incapable de faire face à la situation. Et ce n'est pas la fournée de révocations à laquelle nous assistons depuis hier, le préfet de police, le directeur de la sécurité publique et le directeur de cabinet du préfet de police qui vous permettra de dissimuler les vrais responsables. Qui est le vrai responsable ? Ce qui est en cause, ce ne sont pas les forces de l'ordre, dont nous saluons le dévouement, le professionnalisme et le sang-froid auquel toute la représentation nationale rend hommage. Et c'est bien le ministre de l'Intérieur, et plus précisément les instructions données par ce dernier qui sont en cause. En effet, d'après les informations de sources syndicales, il aurait donné des instructions aux forces de l'ordre pour ne pas intervenir face au pillage des commerces à Paris. Aussi, ai-je 2 questions à vous poser, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que des instructions ont été données de ne pas intervenir face au pillage ? Et deuxième question, doit-on comprendre que le gouvernement joue dans cette affaire une stratégie de pourrissement ? Une stratégie de pourrissement, c'est en tout cas la première conclusion à laquelle on arrive face au maintien coûte que coûte de Christophe Castaner à Beauvau. Car en réalité, si la représentation nationale se réveille aujourd'hui, ce n'est pourtant pas la première fois que Christophe Castaner semble en dessous de la tâche qui lui incombe. Dès le 3e acte des Gilets jaunes, des débordements avec une arrivée massive de casseurs avaient mis les Champs-Élysées et les rues adjacentes sans dessus-dessous. Seule une question demeure donc, combien de samedis noirs faudra-t-il encore pour avoir raison de Castaner ? Et pour tenter d'éviter un nouveau fiasco, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a annoncé ce mercredi que les bâtiments officiels seraient gardés par des militaires de l'opération Sentinelle. Une décision qui vise à réserver les forces de l'ordre pour la gestion des manifestants. Cette annonce sonne donc comme un aveu. En effet, plusieurs critiques avaient émis l'hypothèse selon laquelle la situation de samedi dernier avait dégénéré parce que trop d'effectifs policiers avaient la mission de garder les bâtiments publics au détriment du maintien de l'ordre.
Et puis traversons la Manche à présent où rien ne va plus à Londres. À 10 petits jours de la date officielle pour le Brexit, la situation est toujours incertaine. Le Premier ministre britannique a réclamé un report au 30 juin aux instances européennes sans pour autant avoir un plan de sortie de crise. Un report, pourquoi ? C'est un peu la réponse que pourraient formuler les instances européennes à la demande de Theresa May. Empêtré dans une situation de politique nationale irrésoluble, le Premier ministre britannique doit faire face à un véritable casse-tête. Alors que le Brexit devait officiellement intervenir le 29 mars prochain, dans 10 petits jours, rien n'est prêt. Le scénario d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'UE sans accord apparaissait comme le pire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les parlementaires se sont prononcés contre cette possibilité. Pour autant, impossible de s'entendre sur la teneur de cet accord. Entre ceux qui jouent la partition strictement politique pour en finir avec Theresa May et ceux qui défendent une position ferme sur le Brexit, qu'ils soient pour ou contre, on voit mal comment le Premier ministre britannique peut sortir du brouillard. D'autant que le dernier coup en date vient encore de son propre camp. En effet, le conservateur John Bercow, président de la Chambre des communes, a tout simplement empêché une nouvelle présentation de l'accord négocié par Theresa May avec l'UE s'il n'y avait pas eu de modifications substantielles. Des modifications impossibles puisque Bruxelles refuse de revenir sur les termes du dernier texte. L'affaire ne fait pas que secouer Londres. Deux positions se distinguent également dans les instances européennes vis-à-vis de la demande de report. D'un côté, Donald Tusk qui n'exclut pas un allongement des délais jusqu'à juillet prochain, une position partagée par la plupart des pays européens jusqu'à il y a encore quelques semaines. Mais récemment, la majorité s'est rangée à l'opinion du commissaire européen Michel Barnier qui estime qu'aucun report ne peut être accepté sans justification et explication du plan de bataille. Des prévisions que Theresa May serait bien en mal de fournir. Pour plusieurs eurodéputés, une des possibilités serait d'organiser un référendum sur l'accord si le délai supplémentaire est accepté. Dans ce cas, les Britanniques pourraient se prononcer directement sur les conditions de l'accord. Reste que ceux qui étaient opposés à l'accord voteront contre, à l'instar de ceux qui réclament une sortie plus nette, sans union douanière notamment. En somme, le référendum populaire reproduirait sans doute l'imbroglio parlementaire. Pas de quoi régler le problème, donc au contraire, chacun va également de son commentaire pour expliquer l'impossibilité de convoquer à nouveau le peuple britannique pour se prononcer sur le Brexit, telle une correction du scrutin de juin 2016. À croire que les oppositions seraient encore trop fortes et qu'il faut encore sombrer un peu plus dans la crise pour que les anti-Brexit dévoilent leur véritable plan. Toujours plus de sans-abri dans les rues en France et à Paris. Selon les données publiées lundi par la mairie de la capitale, près de 4000 SDF ont été recensés dans les rues lors de la nuit de la solidarité. Une augmentation de 23% par rapport à l'année dernière. Un sujet de Thibaut Bastide. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. La promesse présidentielle tombe à l'eau. Près de 2 ans après cette annonce, on est loin du compte. En effet, selon les données publiées lundi par la mairie de Paris, 3641 SDF, hommes, femmes et enfants, dorment à même le bitume de la capitale. Un décompte bien supérieur à celui réalisé en 2018 où plus de 3000 personnes vivaient dans la rue et plus de 21 000 étaient hébergées dans des structures d'accueil prévues pour l'hiver. Ils sont exactement 689 de plus qu'en 2018, soit une augmentation de 23% en un an. Un chiffre alarmant alors même que la majorité d'entre eux a entre 25 et 54 ans, est seule et à la rue depuis plus d'1 an. Autre point notable, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Elles représenteraient officiellement quelques 12% du nombre total de sans-abri à Paris. Mais le chiffre est à prendre avec des pincettes. En effet, beaucoup de femmes évitent les endroits visibles pour se mettre à l'abri des violences qui pourraient leur être infligées. Et lorsque l'on demande comment ils sont arrivés dans la rue, 35% d'entre eux expliquent être arrivés à Paris sans logement, 23% évoquent un accident de la vie comme le chômage, une maladie ou la prison. Si près d'un SDF sur 2 affirme n'avoir aucune ressource financière, ils sont tout de même 14% à travailler. Et le pourcentage pourrait de nouveau s'accentuer dans les années à venir compte tenu de l'absence de solution face à la crise du logement. Et pour cause, depuis 2009, les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le domaine sont en quasi-baisse permanente. Dans le même temps, l'augmentation des prix dans
dans les grandes villes se poursuit. Face à ce constat, l'adjointe à la mairie de Paris chargée des solidarités, Dominique Versini, assure que la ville s'est engagée à ouvrir au moins 1500 nouvelles places dans les centres d'hébergement en 2019 et une halte de nuit dans chaque mairie d'arrondissement. Une opération de communication car le mal est en réalité bien plus profond. En effet, la majorité des SDF a renoncé à appeler le SAMU social, évoquant la saturation de la ligne téléphonique et les mauvaises expériences vécues en centre d'hébergement d'urgence, telles que les violences et les vols. Un mal qui paraît structurel alors même que les clandestins sont accueillis par dizaines dans des bâtiments spécialement réquisitionnés pour eux, aux frais du contribuable. Une politique tragique qui mène à des résultats qui le sont tout autant. En 2018, au moins 566 SDF sont décédés dans les rues. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. BFM TV tient son grand débat. Ce mercredi, la chaîne d'information en continu organise une grande soirée dédiée uniquement à la situation en France. Problème, seuls 6 chefs de parti sont conviés. Le socialiste Olivier Faure, le patron de La République En Marche Stanislas Guerini, la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez pour les Républicains et petite surprise François Bayrou pour le Modem. Aucune tête de liste pour les élections européennes ne sera donc présente. De même, ni Nicolas Dupont-Aignan crédité de plus de 5% dans les sondages, ni les défenseurs du Frexit, François Asselineau et Florian Philippot n'ont été conviés. La démocratie selon BFM TV. Nathalie Loiseau prend son envol. Le ministre des Affaires européennes devrait être investi comme tête de liste pour les élections européennes à l'issue d'un bureau exécutif de La République En Marche lundi soir. Nathalie Loiseau quittera ses fonctions dès l'annonce officielle. Jeudi dernier, lors de son entrée sur le plateau de l'émission politique comme une possible tête de liste pour La République En Marche, le ministre des Affaires européennes était ressorti comme candidate officielle après une annonce pour le moins maladroite face à Marine Le Pen. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Vous avez changé d'avis ? Ce soir, c'est vrai, je suis prête à être candidate. Tariq Ramadan, l'ami des femmes, l'islamologue mis en examen pour viol dans 2 dossiers sous contrôle judiciaire, a été aperçu lundi soir à Saint-Denis lors d'une réunion contre les violences faites aux femmes au quotidien. À plusieurs reprises, des participants lui ont expliqué que sa présence n'était pas souhaitée, mais il a refusé de quitter la salle. Après l'indignation, plusieurs femmes sont parties et la mairie de Saint-Denis a qualifié sa venue de provocation. Ça se corse pour Bayer. Mardi, un jury fédéral américain a estimé que l'herbicide Roundup avait été un facteur substantiel dans le déclenchement du cancer d'un jardinier californien. À la demande du groupe allemand qui a racheté Monsanto l'an dernier, les débats avaient été organisés en 2 phases. L'une scientifique consacrée à la responsabilité du Roundup dans la maladie et une deuxième devant aborder une éventuelle responsabilité du groupe. La seconde étape du procès a débuté ce mercredi devant la justice fédérale américaine. Lors d'un verdict historique, Bayer avait déjà été condamné en août dernier à verser 289 millions de dollars à la victime. L'esclavagisme revient sur le devant de la scène. Mardi, des descendants d'esclaves martiniquais ont saisi la Cour de cassation pour réclamer réparation. 4 ans après la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, le mouvement international pour les réparations avait déposé une requête en 2005 pour évaluer le préjudice lié à l'esclavage ainsi qu'une provision destinée à une future fondation. Une demande rejetée en première instance ainsi qu'en appel. En saisissant la Cour de cassation, l'association espère casser l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France pour pouvoir plaider ce dossier au fond. Bon, la France est développée parce qu'elle a fait travailler les gens gratuitement. Bon, toute cette richesse que la France a, c'est grâce à tous ces gens qui ont travaillé, ces femmes gratuitement, qu'on a dépecées, qu'on a massacrées. Eh bien, la France, elle doit réparer. Les formes que la réparation pourrait faire, c'est déjà que l'État français déjà indemnise le continent africain, c'est peut-être refaire des forêts, remettre des forêts, faire des infrastructures, disons, faire des voies de chemin de fer. L'arrêt de la Cour a été mis en délibéré au 17 avril.
La Chine fait un petit pas vers la défense des animaux. L'Empire du Milieu vient d'annoncer qu'il met fin à l'obligation de tester les produits cosmétiques sur les animaux. Cependant, en ce qui concerne les cosmétiques importés, le gouvernement chinois a mis une condition. Il faut que l'emballage soit fait en Chine. Étant l'un des derniers pays à imposer les tests sur les animaux, la Chine s'était privée ces dernières années de nombreuses marques de cosmétiques qui avaient pris la décision de s'en retirer, voire dans certains cas de ne jamais s'y implanter. L'association Terre et Famille vous donne rendez-vous pour une conférence. L'événement aura lieu à la salle communale de Briand en Saône-et-Loire le samedi 23 mars à partir de 20h30. Le thème de cette soirée, le Saint Linceul de Notre Seigneur, le linceul de Turin par Marie-Josée Tanturi. Après la conférence, Terre et Famille vous invite à prolonger la discussion autour d'un buffet. Aucune inscription n'est réclamée et la participation sera libre. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Ancien vice-président du Front National et député européen pendant 20 ans, Jean-Claude Martinez publie le dictionnaire irrévérencieux du Parlement européen aux éditions Muller. À 10 semaines des élections, l'auteur nous emmène dans les coulisses du mastodonte. Même les pro-européens comme le président Macron, ils sont tous pro-européens, mais ils ne lâchent pas le pouvoir fiscal. Et le jour où le Parlement, comme moi je le souhaite, aura au nombre des recettes pour financer le budget européen, aura un impôt sur les sociétés multinationales et votera chaque année l'impôt sur les Google, les Amazon, etc. Vous verrez que tout le monde s'intéressera au Parlement européen, les gilets jaunes et tout le monde, parce qu'il votera l'impôt. Ce soir, retrouvez également Perles de Culture. L'équipe cinéma vous parlera des films La chute de l'Empire américain, Stan et Ollie, Le mystère Henri Pic, Exfiltré, Vice et depuis Mediapart. Anne Brassier reçoit ensuite Frédéric Andreu pour son étonnant journal de voyage à bicyclette Vélodyssée en terre nordique. Et puis tout de suite, vous retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot-de-Lochner. Et quant à moi, c'est le moment de vous dire au revoir. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est assez triste, mais l'Académie française, m'a dit l'autre jour Gustave, le bouquiniste, est incapable d'élire les gens qui veulent en faire partie. Ça fait plusieurs fois que ça se termine par une élection blanche. Les candidats sont jamais assez bien pour elle, ça devient vraiment ridicule. On a l'impression qu'elle est effrayée d'attirer des gens qu'elle n'estime pas, mais elle se demande pas pourquoi. Ça serait pourtant la première question à se poser. La question est pourquoi j'attire les Brel et pas les autres ? Au dernier moment, elle se dit non, on peut tout de même pas prendre celui-là, mais c'est entièrement sa faute. Elle a dégoûté les gens de valeur. Et tu sais comment, me dit-il ? Déjà, je sais pas, lui ai-je répondu, ce que tu appelles les gens de valeur. Mais si tu dois bien avoir une idée, me dit-il. Non, pas du tout, ai-je insisté. Dis-moi plutôt comment elle les a dégoûtés. Mais parce qu'il y a eu un moment, me dit-il, assez récemment, où elle a perdu son honneur. Moi, immédiatement, j'ai pensé aux académiciens de circonstance de 1940, là, les collabos comme Abel Bonnard, qui avait été ministre de l'Éducation de Laval, et Abel Herman, qui fut radié de l'Académie à la Libération, et même emprisonné à 82 ans. Et j'ai dit que c'était pas si récent que ça, mais pas du tout. Il parlait de la compromission dont l'Académie française s'était rendue coupable récemment, en n'adressant aucune remontrance solennelle à François Hollande, président de la République. Dont chaque intervention, chaque discours, chaque entretien à la télévision portait la marque de l'analphabétisme le plus complet. L'Académie se serait couverte de gloire, me dit-il, en faisant observer qu'un président qui tweete à l'occasion de Noël « Français, vous aurez le dernier mot » et qui écrit « aurait AIENT » ne méritait pas sa place au panthéon de l'esprit français. Il y a eu aussi ce cas de ce discours où le génie Hollande nous a parlé de Nelson Mandela comme d'un combattant infatigable de l'apartheid, ce qui disait exactement le contraire de ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il combattait l'apartheid, mais il a dit qu'il combattait pour l'apartheid.
Et tout à l'avenant, le président français, mais aussi la plupart de ses ministres, et ça n'a pas changé puisque le nouveau président et ses nouveaux ministres font pareil, sont incapables de manier la langue française avec la souplesse et surtout la nuance qui la caractérise. Ils portent un projet, par exemple, ils portent des enjeux, ils portent une politique, ils disent, et surtout ils laissent dire par la publicité, un mot sur deux en anglais, avec une toute petite traduction croupion. La dernière mode, me dit Gustave, c'est des pubs du genre « Venez essayer nouveau Renault Kadjar ». Au cas où tu n'aurais pas compris, il s'agit d'une nouvelle voiture. Quand on était petit, me dit-il, on disait « la nouvelle voiture Peugeot ». Mais maintenant, les véhicules sont devenus masculins et ils n'ont plus d'article défini. Je vais acheter nouveau Kadjar. Il devrait supprimer la conjugation du verbe, hein, ça fait ringard, ça donnerait « moi acheter nouveau Kadjar ». Pourtant, c'est normal, me dit Gustave, que les publicitaires soient toujours en train de flatter les bas instincts de la langue. C'est normal. Ce que je trouve détestable, en revanche, c'est que l'Académie regarde ailleurs. C'est qu'elle soit incapable de faire ce que je fais là en ce moment, c'est-à-dire qu'elle devrait se moquer publiquement des abus de langage et du niveau de vocabulaire général. Mais justement, c'est une institution qui est devenue entièrement politique, c'est-à-dire soumise, domestiquée, vouée à tous les vents de la parité homme-femme. Suffit de voir qui elle a élu récemment et qui la dirige. On est passé du secrétariat perpétuel au secrétariat de la permanente, je veux dire de la permanente L'Oréal. Non, sérieusement, me dit-il, on rêve d'une académie dont les membres seraient capables de redevenir des résistants. Faute de quoi, tous les résistants se retrouvent dehors et la tiennent pour un repère de collabos, ce qu'elle est devenue. En ce moment, elle ne veut pas élire des gens qui se présentent, elle ne veut pas solliciter les autres, elle ne distingue donc pas, elle n'enquête pas, elle n'a aucune initiative, elle ne polémique pas. Ses avis sont lettres mortes. L'efficacité n'est pas ce qu'on lui demande. L'Académie, c'est comme la Cour des comptes. Le rapport annuel souligne des anomalies qui ne sont jamais corrigées. C'est pour ça que les gens ont de moins en moins de respect pour l'institution, puisqu'elle n'est pas courageuse. Et donc, une institution qui ne suscite pas le respect ne peut pas recruter. Ajoute à ça que c'est un recrutement censitaire. Il faut être mondain, parisien, friqué, de gauche. Donc même dans le débat qui agite la France entre les gilets jaunes et les non-jaunes, eh bien, elle a choisi son camp et c'est le mauvais. Eh bien, voilà bien une sortie pessimiste, mais que pouvait-on attendre d'autre de Gustave? Alors vous allez me dire, vous n'avez pas beaucoup protesté. Non, c'est vrai, je le confesse. Abonnez-vous, merci. Une vaste campagne internationale, dévoilée début février, met le pape au défi de devenir vegan pendant les 40 jours du carême, c'est-à-dire de se nourrir en refusant tout produit d'origine animale. S'il accepte, la campagne lancée par l'organisme $1 Million Vegan versera $1 million aux œuvres de bienfaisance choisies par le pape. Il s'agit en fait de pousser 1 milliard de catholiques dans le monde à faire évoluer son mode de vie à l'image du pape et ainsi avoir un réel impact sur la planète. C'est quand il s'agit de lancer ce genre de défi inepte qu'on daigne bien se rappeler qu'il y a 1 milliard de croyants dans le monde et que finalement cela pèse un petit peu tout de même. Alors il y a une phrase dans l'Évangile qui nous dit « Tu ne tenteras ni ne mettras à l'épreuve ton Dieu ». On aimerait que l'axiome soit également respecté pour le pape. Mais la brèche a été ouverte par le souverain pontife lui-même, qui, en multipliant les interventions dans des domaines toujours plus éloignés du cœur du magistère, a fait courir le risque à sa parole d'être toujours plus diluée et laïcisée. Peut-on mettre sur le même plan le recyclage des emballages et la confession ? À quoi sert de sauver la planète sans chercher le salut de son âme? Quelle est l'étape d'après? L'hostie sans gluten pour tous? Les dirigeants de $1 Million Vegan semblent oublier que l'Église n'est pas une ONG comme les autres, comme le pape François d'ailleurs le rappelait lui-même au début de son pontificat. Carême vegan et autres initiatives du type
lundi vert, viennent envahir les autels désertés par la tradition catholique, qui fut pendant des siècles profondément humaine, enracinée, incarnée dans des pratiques comme le jeûne ou la pénitence. Des actes spiritualisés, pas des défis bobos. Ils étaient là pour nous rappeler que notre condition humaine ne prend vraiment de sens que lorsqu'elle est orientée vers ce qui la dépasse. J'avoue, et je m'en excuse auprès de tous mes frères en humanité, j'ose penser que lorsque je mets du papier dans ma poubelle jaune et des peaux de banane dans ma poubelle verte, cela ne fait pas vraiment croître mon rapport avec la transcendance. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.